Chapitre 14. Dès qu'il eut quitté Locksley et ses compagnons, le chevalier noir coupa court à travers la forêt pour gagner le prieuré de Saint-Botolph où Gurt et Wamba, après la prise du château, avaient conduit Ivanhoe. Au sortir d'un long entretien avec celui-ci, il se décida à gagner Königsberg. « Ton père, mon cher Wilfrid, s'y trouve sans aucun doute à cette heure pour les funérailles d'Athelstan. Et je désire voir vos amis saxons, faire avec eux plus ample connaissance que par le passé. Tu m'y rejoindras. La réconciliation, j'en fais mon affaire. » Ivanhoe se déclara prêt à l'accompagner sur-le-champ. « Non, Wilfrid, tes blessures sont à peine fermées. Si tes forces te le permettent, tu partiras demain. Je n'emmène aujourd'hui que l'honnête Wamba, qui, selon l'humeur du moment, jouera auprès de moi le rôle de chapelain ou celui de bouffon. » « Je vous suivrai de tout cœur, » s'écria Wamba. « Je meurs d'envie d'assister au festin des funérailles. S'il n'est pas magnifique, s'il y manque quoi que ce soit, je gage qu'Athelstan va surgir de son cercueil pour gourmander intendant, cuisinier et échanson. Le spectacle vaudra d'être vu. Et puis, chevalier, je compte sur votre valeur pour signer avec mon maître la paix définitive. Sire chevalier du cadenas, puisque tu n'acceptes pas d'autre nom, je crains que tu n'aies pris pour guide un fou bien bavard. Mais il a deux qualités. Le meilleur des chasseurs de daims ne connaît pas la forêt aussi bien que lui, et sa fidélité est d'acier. S'il sait me montrer la route, je ne serai pas fâché que son bavardage me la rende plus courte. Adieu, mon cher Wilfrid, et encore une fois, pas de départ avant demain. » Il tendit sa main à Ivanhoe, qui la porta à ses lèvres, monta à cheval et s'éloigna, accompagné de Wamba. Wilfrid les suivit des yeux jusqu'à ce que les arbres les eussent dérobés à sa vue, puis il rentra dans le château. Malgré les objurations du chevalier noir, son impatience ne lui permettait pas d'y rester plus longtemps. Il demanda aussitôt une entrevue au prieur, qui s'empressa d'accourir. Puis, descendant l'escalier avec plus de rapidité et de souplesse qu'on ne l'aurait attendu d'un homme encore affaibli par ses blessures, il enfourcha lestement une haquenée. Cependant, le chevalier noir, suivi de Wamba, s'enfonçait toujours plus avant dans les profondeurs de la forêt, tantôt fredonnant une chanson apprise de quelque troubadour amoureux, tantôt encourageant par ses questions le babillage du bouffon, et la conversation devint peu à peu un savoureux mélange de chants et plaisanteries. Il avait relevé la visière de son casque, dont la mentonnière demeurait fermée. Seul apparaissait le haut de son visage. « Je paierai cher, » s'exclama soudain le chevalier au cadenas, « pour que Locksley, notre hôte du grand chêne ou son joyeux chapelain nous entende. Et moi, je ne me soucierai guère d'avoir des yeomen pour auditeurs si je ne voyais ce corps se balancer à votre baudrier. C'est un gage de la bonne amitié de Locksley. Il est probable que je n'aurai pas à m'en servir. 3 notes, a-t-il dit, et une nuée de braves archers surgirait pour nous assister. Sans cette garantie, je penserais, sire chevalier, à Dieu ne plaise que nous les croisions. Mais on peut encore, dans ces bois, faire pire rencontre. Et laquelle? Il ne s'y trouve, je pense, ni loup ni ours. Les hommes d'armes de Malvoisin, par ces temps d'insécurité, une demi-douzaine d'entre eux sont plus redoutables que 1 ou 2 douzaines de loups affamés. Une seconde question, sire chevalier. Si nous en trouvions 2 seulement sur notre route, que ferais-tu? Je les clouerais à terre de la pointe de ma lance. S'ils étaient 4, je les régalerais de la même coupe. S'ils étaient 6, n'aurais-tu pas recours au corps de Locksley? J'appellerais à l'aide contre une pareille racaille, qu'un chevalier balaie devant lui comme feuille au vent? Non, vraiment. Laisse-moi, sire chevalier, examiner de plus près un corps qui possède une telle vertu. Le chevalier noir détacha le corps suspendu à son baudrier et le tendit à Wamba, qui le passa sur-le-champ à son cou. Fit le bouffon en sifflant à voix basse les notes magiques. « Je connais ma gamme aussi bien qu'un autre. Qu'est-ce à dire? Rends-moi ce corps. » Contente-toi, sire chevalier, de le savoir en sûreté. Quand la valeur et la folie voyagent de compagnie, la seconde se charge du corps, car c'est elle qui a le meilleur souffle. Wamba, tu passes la mesure. Point de violence, sire chevalier. Sinon la folie te montrera qu'elle a une bonne paire de jambes, et elle laissera la valeur se débrouiller dans les bois. Ah! Tu t'y entends à trouver le défaut de la cuirasse, s'exclama le chevalier. Soit, garde le corps, mais avançons sans t'entraîner. Voici donc la valeur et la folie réconciliées. Ou je me trompe fort, ou il y a là-bas, dans ce taillis, certaine compagnie qui nous attend.
Oui, sire chevalier, je vois briller quelque chose qui m'a tout l'air d'un morion, et ces broussailles me semblent on ne peut plus propres à cacher des clairs de Saint-Nicolas. Par ma foi, tu as raison, Wamba. Et le chevalier noir referma brusquement son casque. Il n'était que temps. Au même instant, 3 flèches volaient déjà, parties de l'endroit suspect. L'une le frappa au front, et lui aurait traversé le cerveau si la visière avait été relevée. Le bouclier, suspendu à son cou, para les 2 autres. « Allons, Wamba, du courage, et suce à cette canaille !» Il poussa son cheval dans le taillis. 7 hommes d'armes, qui y étaient embusqués, s'élancèrent aussitôt sur lui. 3 pointes de lance l'atteignirent, mais elles se brisèrent comme si elles eussent rencontré une tour d'airain. Les yeux du chevalier noir flamboyaient derrière les ouvertures du casque. « Que signifie, bandit ?»« Mort aux tyrans !» répondirent les assaillants de toutes parts. « Par Saint-Édouard et Saint-Georges, nous avons des traîtres ici !» Et à chaque invocation, l'un des adversaires roulait à terre. Si déterminés qu'ils fussent, les assaillants se tenaient maintenant hors de la portée d'un bras qui ne se levait que pour donner la mort, et le chevalier noir était en passe de régler leur compte à tous ses adversaires, lorsqu'un cavalier, revêtu d'une armure bleue, qui jusque-là était demeuré à l'écart, fondit sur lui, la lance levée. Mais au lieu d'en frapper l'homme, il la pointa contre sa monture, qui s'affaissa mortellement blessée. « C'est le trait d'un lâche ou d'un félon !» s'écria le chevalier noir, entraîné par la chute de son cheval. Tout se passa si rapidement que Wamba n'eut que le temps de saisir le corps et de lancer les 3 notes que, dans l'émoi de la bataille, il n'avait pas oubliées. Redoutant sans doute l'arrivée de quelques renforts, ce qui restait des hommes d'armes recula, et, quoique bien pauvrement armé, Wamba en profita pour s'élancer vers le chevalier noir et l'aider à se relever. « Misérable couard !» s'écria le chevalier bleu. « N'avez-vous pas honte de fuir comme des lièvres au son d'un cor ?» Fouetté par l'injure, la bande revint à la charge, et le chevalier noir se retrouva bientôt acculé contre un chêne, l'épée à la main. C'était le moment que guettait le cavalier à l'armure bleue pour changer de lance et foncer au galop. Mais Wamba prévint l'attaque, et, suppléant à la force par l'agilité, il bondit derrière le cheval et lui trancha les jarrets d'un revers de son couteau de chasse. L'homme et la bête s'écroulèrent. La situation du chevalier noir n'en demeurait pas moins des plus critiques. Pressé de 3 côtés, épuisé par des efforts surhumains pour parer les coups qu'on lui portait sans relâche, il sentait ses forces près de le trahir, quand une flèche, lancée par une main invisible, vint transpercer son plus proche adversaire. À la même seconde, toute une troupe d'archers, Locksley et l'ermite de Copmanhurst en tête, surgissaient en trombe, s'abattaient sur les assaillants et, en un clin d'œil, les couchaient au sol. Le chevalier noir remercia ses libérateurs avec un air de noblesse que nul n'avait encore remarqué en lui, car jusque-là tous le tenaient plutôt pour un soldat de fortune que pour un homme de haut rang. « Avant de vous assurer de ma gratitude, mes amis, je veux savoir, dit-il, quels sont ces gens qui m'ont attaqué sans provocation. Lève donc, Wamba, la visière du casque de ce cavalier bleu, leur chef à coup sûr. » Meurtri par sa chute, empêtré sous son cheval, celui-ci ne put ni fuir ni résister. « Vaillant et courtois chevalier, railla le bouffon, permets que je sois ton armurier, après avoir été ton écuyer servant. Je t'ai aidé à descendre de cheval, laisse-moi te débarrasser de ce casque. » Ce disant, et sans autre cérémonie, il en dénouait déjà les cordons. Roulant dans l'herbe, le casque découvrit au chevalier noir un visage que celui-ci reconnut avec stupéfaction. « Valdemar, toi, un seigneur de ta naissance, t'abaisser à une telle scélératesse !» Les yeux du chevalier lancèrent des éclairs, mais il se contint. La main appuyée sur son front, il resta un moment silencieux, contemplant Fitzurse sur le visage de qui luttaient la honte et l'orgueil. « Tu ne demandes pas merci, dit-il enfin. Celui qui est sous les griffes du lion sait qu'il n'en doit pas attendre. »
Le lion ne se repaît pas des cadavres rencontrés sur sa route. Sans que tu ne m'en pries, je te laisse la vie, mais tu quitteras l'Angleterre sous 3 jours pour aller cacher ton infamie dans ton château de Normandie. Locksley, tes gens ont pris, je le vois, les chevaux de ces bandits, qu'on en donne un à ce chevalier, et qu'on le laisse aller. La voix de celui qui vient de commander a droit d'être obéie, autrement je décocherai à ce scélérat une flèche qui lui épargnerait les fatigues du voyage. Tu as le cœur d'un Anglais, Locksley, et tu ne te trompes pas en pensant que j'ai droit à ton obéissance. Je suis Richard, roi d'Angleterre. » À ces mots, lancés avec un air de majesté digne du rang et du caractère de Richard Cœur de Lion, la troupe des Yeomen s'agenouilla et prêta aussitôt le serment de fidélité. « Relevez-vous, mes amis, » dit Richard, dont la bonne humeur l'emportait déjà sur la colère. « Relevez-vous, les services que vous avez rendus effacent toutes les fautes que vous avez pu commettre. Soyez toujours des sujets loyaux, tâchez aussi de mener désormais une vie plus régulière. Quant à toi, mon brave Locksley, que votre majesté ne me nomme plus Locksley, mon souverain a le droit de connaître mon véritable nom. Un nom qui, je le crains, n'a que trop souvent frappé ses oreilles. Je suis Robin des Bois, de la forêt de Sherwood. »« Ah » s'écria Richard, « le roi des Outlaws, le prince des bons compagnons. Qui n'a pas entendu ton nom? Il est parvenu jusqu'en Palestine. Sois assez assuré, brave Robin des Bois, que rien de ce que tu as pu faire pendant mon absence et dans ces temps troublés ne sera jamais allégué contre toi. »« Confiteor, Confiteor » murmura d'un ton de soumission une autre voix s'élevant derrière Richard. « C'est tout le latin dont je dispose en ce moment. Je confesse mes fautes, et j'en implore l'absolution. » Richard se retourna. Le joyeux ermite de Copmanhurst était à genoux, son rosaire à la main. Mais une expression goguenarde laissait deviner que dévotion et crainte n'étaient que de commande. « Ah, c'est toi, saint ermite. Redoutes-tu que ton diocésien n'approuve pas le zèle avec lequel tu sers Notre-Dame et Saint-Dunstan? N'aie pas peur. Richard d'Angleterre n'a jamais trahi les secrets confiés autour des bouteilles. Cependant, mon honnête frère, je crois que pour ton bien et celui de l'Église, il serait sage de te défroquer et de prendre place dans mes gardes. En attendant, j'accorde au pauvre clerc de Saint-Dunstan le droit de chasse sur mes domaines de Warncliffe, 3 daims par saison. Gare à toi, pas un de plus. Avec la grâce de Saint-Dunstan, que votre majesté en soit assurée, je tâcherai en toute humilité d'opérer le miracle de la multiplication des daims. Je n'en doute pas, et comme la venaison altère, mon sommelier te fournira chaque année un tonneau de vin des Canaries, un autre de Malvoisie et 3 tonnes d'alles de première qualité. Et pour Saint-Dunstan, une chape, une étole et un tapis, mais ne mêlons pas choses saintes et plaisanteries. » En ce même moment, 2 nouveaux personnages faisaient leur apparition. C'était Ivanhoe, monté sur la haquenée du prieur de Botolph, et Gurth, se pavanant sur le destrier de son maître. À la vue de Richard couvert de sang, environné d'une demi-douzaine de cadavres et d'un monde d'outlaws, Wilfrid fut saisi d'une surprise et d'un embarras extrême. Devait-il s'adresser au roi ou au chevalier noir? Richard le tira d'hésitation. Richard Plantagenet s'est fait connaître, Wilfrid. Il est entouré ici de cœurs véritablement anglais, quoique la tête chaude de ces braves les ait parfois emportés un peu loin. Sir Wilfrid d'Ivanhoe, dit à son tour Robin des Bois en s'avançant, permets-moi d'ajouter, non sans fierté, que parmi tous ces sujets, le roi n'en a pas de plus fidèle que mes compagnons et moi-même. Je le crois, puisque tu es du nombre. Mais que signifie ce carnage, ces morts, le sang dont les armes du roi sont couvertes? Il y a eu trahison, répondit Richard. Grâce à Robin et à ses hommes, les traîtres ont reçu leur dû. À propos, n'es-tu pas toi-même traître à ta parole? Tu m'as désobéi. Mes blessures ne sont plus maintenant que piqûres d'épingle. Mais vous-même, noble prince, pourquoi exposer votre vie en courant seul l'aventure? Vos jours ne sont-ils pas plus précieux que ceux d'un chevalier errant? Richard Plantagenet n'aspire à d'autres renommées qu'à celles que confèrent la lame et l'épée. Mais votre royaume, sire, menacé de guerre civile, votre couronne en danger, vos sujets exposés à tous les maux s'ils perdaient leur souverain. Ah, mon royaume, mes sujets, s'écria Richard d'un ton amer. Les premiers d'entre eux me paient de mes folies en même monnaie. L'un de mes plus fidèles serviteurs, Wilfrid d'Ivanhoe, se permet de contrevenir à mes ordres et de régaler son roi d'un sermon.
De nous deux, lequel a le droit d'adresser des reproches à l'autre? Écoute, Wilfrid, le temps que j'ai passé incognito et que je dois encore passer de même, il le fallait pour que mes plus sûrs alliés puissent rassembler leurs forces. À cette heure-là seulement, le retour de Richard sera publiquement annoncé, car il se retrouvera dès lors à la tête d'une armée capable d'étouffer toute rébellion. D'Estouville et Bonin ne seront en état de marcher sur York que dans 24 heures. Salisbury arrive du sud, Multon et Percy arment dans le nord, et j'ai reçu de Warwick des nouvelles de Beauchamp. Le chancelier s'assurera de Londres. Si je m'étais montré plus tôt, c'est alors, Wilfrid, que j'aurais couru des dangers dont n'aurait pu me tirer ni ma lance ni mon épée. Ivanhoe s'inclina, soupira et se tut. Il ne savait que trop combien il était inutile de contredire son trop chevaleresque souverain. Richard, d'ailleurs, se tournait déjà vers Robin des Bois. « Roi des Houtlots, disait-il, reprenant son air jovial, n'aurais-tu pas vivre et rafraîchissement à offrir à ton confrère en royauté? Ce petit exercice face à ces coquins m'a donné un appétit. Je l'avoue à votre majesté, nos provisions ne consistent guère qu'en envenaison. Pardi, tant mieux, c'est ce qui me plaira le plus pour l'heure. D'ailleurs, un roi n'a pas le temps de tuer son gibier, et ne doit pas trouver mauvais que d'autres s'en chargent. » Robin montra le chemin, et Richard le suivit, plus heureux qu'il ne l'aurait été, entouré de ses nobles au milieu de sa cour. Tout ce qui sentait l'aventure et la fantaisie l'enchantait. Dans ce roi à cœur de lion vivait un chevalier de roman. Aussi, son règne fut-il la course d'un météore éblouissant, mais auquel succédèrent rapidement de profondes ténèbres. Ses exploits inspirèrent ménestrels et troubadours. Son règne ne valut à l'Angleterre aucun de ces bienfaits solides et stables que l'histoire se plaît à célébrer. Richard d'Angleterre présida donc sous un grand chêne un étrange festin de proscrits. On rit, on chanta plus encore, on fit étalage de maintes prouesses en violation des lois du pays devant celui-là même qui avait la mission quasi divine d'en imposer le respect. Mais Robin des Bois eut la sagesse de mettre fin à la fête avant que la gaieté, la bière et le vin eussent par trop échauffé la tête de ses hommes.